En fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils soient tous super souriants, comme on le voit là, Arthur par exemple. Tu crois que tu te marres, mais il y en a un qui souffre en fait. Et tout le monde rigole, c'est chantant, c'est drôle, ça va. Et c'est ça la force du groupe, qui est destructrice, qui est terrible, c'est que tu te rends pas compte de t'engrainer avec les autres et de sourire. Je sais pas ce qu'ils vont lui faire d'ailleurs à ce gars, ils vont juste le foutre sous l'eau froide, je sais pas, voire pire, mais ils sont tous très contents quoi. Cette ambiance joyeuse, c'est un peu grinçant quoi. Alors déjà, il faut savoir que tous les insights que j'ai fait sur Marius, c'est ultra préparé. C'est souvent enregistré plusieurs fois. C'est-à-dire que je parle pendant 1h30, je fais le montage, ça dure 45 minutes, je le revois, je refais, je réécris, je réenregistre. Là, c'est une expérience totalement inédite. C'est la première fois qu'on le fait en direct. Mais bon, ça va être sans doute très vivant. On va donc parler du Marius Les Vestiaires. D'abord, on a fait les 3 premiers Marius. On les a tournés en même temps. Marius... la pâte à prout avec le clown. Ensuite, c'était la drague, Marius la drague, où il vient invisible. Et puis, évidemment, l'Aqua Boulevard, les toboggans, la piscine. Et ensuite, il y a eu une série de 3 Marius donc, voilà, qui ont existé. Puis, j'ai voulu en refaire parce que ça commençait à bien marcher. Et puis, j'avais d'autres idées. Donc, il y a eu 3 Marius un petit peu où on s'ouvrait. Il y a eu le bac français, le numéro 4. Et ensuite, je ne sais plus dans quel ordre, il y a eu Draw My Life et celui-ci, Les Vestiaires. Et donc, ça va sûrement être un peu plus freestyle, on va dire, mais on va quand même dérouler, c'est la méthode habituelle. On regarde le Marius, je m'épose et je dis « Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça ». Il y a 10 Marius qui sont sortis et il y en a 8 qui ont eu des insides, des making-of. Et ces 2-là, je les avais pas fait et j'ai jamais pris le temps de les faire, donc je suis très content de pouvoir les faire. En plus, en direct, vous pouvez intervenir, poser des questions sur ces épisodes. On va le regarder, je vais le regarder, et après, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je vais le regarder, je ne l'ai pas revu, hein, donc je vais le regarder comme ça, mais je me souviens de choses quand même à vous raconter. Et les 4 derniers, pour l'instant, c'est ceux qui ont été faits grâce à la subvention du CNC, quand on a commencé à demander de l'argent public pour faire des Marius. Enfin, de l'argent public, c'est un grand mot, puisque l'argent ne vient pas forcément de l'État, mais on a pu faire les 4 Marius d'après, qui sont le covoiturage, Cannes, le call center et WhatsApp. Donc ces 3-là sont un peu intermédiaires, et j'explorais un peu des nouvelles choses. Donc c'était aussi des idées que j'avais depuis longtemps, notamment les vestiaires, et je me suis dit, ah, ça serait trop bien qu'à un moment on prenne le temps de faire ce Marius. L'idée de base du Marius vestiaire, Marius, c'est toujours une idée très très simple qui me fait marrer, qui est délirante, c'est n'importe quoi. Et je me dis, en fait, c'est trop drôle si on le fait. Et donc, l'idée, c'est des gens qui sont dans un vestiaire de foot, ils prennent la douche et en fait, les douches se transforment en chambre à gaz. C'était vraiment l'angoisse par définition. Alors, évidemment, l'ADN angoisse de Marius, parfois, il est plus ou moins fort. Par exemple, dans l'Aqua Boulevard, il est très très fort. C'est l'angoisse, c'est qu'on soit bloqué dans ce toboggan. Là, l'angoisse, c'était que je suis dans une douche et que les douches se transforment en chambre à gaz. Après, on a brodé tout un scénario, on a ajouté des péripéties, mais c'était vraiment ça l'idée de départ. Alors, moi, j'ai fait du foot en club à cette période-là. J'en fais plus là, mais j'en faisais toutes les semaines avec des copains. On jouait au foot à 11. Donc, j'ai découvert ce que c'était que l'ambiance d'un match de foot, le plaisir de discuter, le moment où tu es abattu parce que tu as perdu, le moment où tu es trop content parce que tu as gagné, les petites habitudes des uns et des autres, ceux qui sont des grandes gueules, ceux qui sont plutôt discrets. Et voilà. Et pour la petite histoire, les maillots qu'on porte dans le Marius Vestiaire sont des vrais maillots qui sont les maillots qu'on portait nous dans notre équipe de foot. Donc voilà, j'avais découvert ça et donc je m'étais dit ah c'est légitime, j'ai quelques blagues à faire sur les comportements, les habitudes qu'on trouve dans un vestiaire de foot avec les personnalités des uns ou des autres. Et ensuite est venue cette idée que au niveau du scénario, on ne pouvait pas juste faire une transition, hop, ça devient des espèces de chambres à gaz. Il fallait justifier pourquoi ça devenait des chambres à gaz, qu'est-ce qui se passait, qui faisait ça, etc. Et ensuite est venue cette idée que je trouve qui a déclenché un peu le truc supplémentaire du personnage de Momo, qui est incarné par Samuel Jurana, qui est en fait une victime qui se transforme en bourreau. Et donc, ce que j'aime bien dans ce Marius des vestiaires, c'est qu'on a l'impression que la bascule, ça va être une bascule de mise à l'amende et de harcèlement. Donc, clairement, Momo, on se moque de lui. Et ce qui est bien, c'est que j'essaie que ce soit drôle avant, genre, ah, c'est rigolo, Momo, c'est vraiment quelqu'un qui fait rire les autres parce qu'on lui attache ses lacets, parce qu'il est un peu bête, etc. Donc, on s'est moqué de lui. Après, on s'en veut parce qu'on se dit, en fait, il va se faire harceler, il va se faire taper sous la douche ou même pire. Et en fait, c'est là où ça bascule, c'est que lui devient le tortionnaire en les enfermant, avec toute une partie fantastique, bien sûr. Donc,
je me souviens que la partie humoristique du début, dans les vestiaires, j'avais vraiment fait une série de cuts et je trouvais ça drôle. Mais en fait, au montage, il y en a plein que je trouvais moins efficaces. Et puis, il y avait un truc qui fonctionnait pas très bien dans la présentation. C'était pas comme si on voyait souvent des vidéos de gens qui montent des blagues dans des vestiaires. C'est pas comme un face cam où on fait des personnages comme les premiers Marius, par exemple. Donc, on a beaucoup galéré et j'ai un peu bricolé. Je trouve que ça se voit beaucoup d'ailleurs en voyant. Au montage, j'ai bricolé pour essayer de créer du lien. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie Alexandra Mignan qui a travaillé sur le montage de cet épisode et qui a passé beaucoup de temps dessus aussi. Et tous les gens qui ont bossé dessus, vous verrez leur nom dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer un peu par le scénario. Je vais juste le relire vite fait, voir un peu ce qu'il y a dessus. Donc, quand tu joues avec tes potes, tu as ce passage obligé qui est le vestiaire. Donc ça, c'est vraiment les phrases. Pour moi, c'est très difficile d'écrire, j'ai déjà dit, hein, le début des Marius, parce que c'est pas du tout mon humour, ma cam, mon ton. Donc là, j'ai vraiment écrit en mode hey, quand tu joues quand tu joues au foot avec tes potes, tu as ce passage obligé qui est le vestiaire. Je trouve que Norman le fait très bien, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal à essayer de l'imiter, mais c'est compliqué. Et que ce soit avant ou après le match, l'ambiance n'est pas toujours la même. Et si vous vous êtes toujours demandé ce qui s'y passe, voici. D'accord. Donc on note toutes les idées que j'ai pas tournées. Quand t'as gagné le match, tout le monde chante I Will Survive. Bon, finalement, on l'a pas chanté et on a juste fait ouais, c'est génial. Quand t'as perdu le match, silence de plomb. Ouais. Ça, c'est vraiment juste le scénario. Après, dans la pièce, c'était évident que ça allait être en plan fixe tout le temps. Quand t'as fait match nul, la moitié est contente, l'autre se tait. Ah ouais, je trouvais ça marrant. Mais finalement, ça rendait pas bien. Où il chante, mais que pendant 2 secondes. Voilà. Quand t'es dans un film érotique, ah bah ça, c'est ça a été coupé, mais ça s'est transformé en blague de fin dans l'épisode. Quand t'es dans un film porno, ouais. Quand il y a un souffle-douleur dans l'équipe. Je pense que c'est en écrivant ce genre de phrase qu'il y a un souffle-douleur dans l'équipe, ils mettent tous une petite claque à Momo en disant bien joué. Ou alors, allez les gars, go, tout le monde sort, Momo se pète la gueule, qui est attaché mes lacets ensemble. Voilà. Je pense que c'est de là qu'est née petit à petit l'idée que ce souffre-douleur, il pourrait faire quelque chose. Il pourrait devenir quelque chose, jouer un rôle. C'est vraiment du bullet point, c'est-à-dire que c'est vraiment une action, un plan, quoi. Pour que ce soit très logique, en fait, ça aide d'écrire de façon à ce que tu dis, bah, cette action succède à celle-là, et comme il y a eu celle-là, il peut y avoir celle-là. Momo a une croix gammée tatouée sur le torse. Qu'est-ce que vous auriez pas dû faire ça, les gars? Il appelle en allemand. Un soldat apparaît avec une mitraillette ou un flingue et menace Marius. Momo se range du côté du soldat allemand. Le capitaine se précipite. Bon, Momo arrête, c'est quoi ce délire? Il se prend une balle dans le ventre. C'est vraiment bullet point, quoi. C'est pas rédigé comme un scénario avec, je sais pas, les dialogues au milieu, les noms des personnages. C'est presque un moyen mémotechnique, enfin pas mémotechnique, mais c'est un moyen de se rappeler de tout ce qui doit s'enchaîner pour qu'on comprenne l'histoire. Je vais vous montrer quelque chose qui n'a pas été diffusé. C'est souvent... moi, j'aime bien voir les montages avec l'intégralité de ce qui a été tourné, même si on voit tout de suite que ça marche pas, pour bien se rendre compte que ça marche pas. Donc, les scènes... Enfin, les cuts, mais notamment des cuts coupés. Les gars, je vous préviens, j'ai pas lavé mes fringues depuis la dernière fois. Hein. Alors c'est pas... La blague du masque à gaz. Ça va, c'est pas non plus... Je la revois juste pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, mais en fait ça, la blague des fringues pas lavées, c'est typiquement une blague de quand tu joues dans une équipe de foot ou de rugby ou de sport collectif. Tu vois très bien ce que c'est que cette odeur affreuse de ton sac que t'as laissé, que t'as oublié, et tu ressors ton maillot, tu vas réenfiler tes chaussettes de sport et tout. C'est une odeur affreuse, aigre. C'est compliqué d'être drôle en fait. C'est très compliqué. C'est compliqué d'être drôle et d'être marrant. Et là, on est dans un plan fixe. Donc en plus, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit composé pour que ce soit drôle tout de suite. Donc on essaye, hein, il se passe des choses, il y en a qui mettent des masques, qui tombent par terre, etc. Mais la plupart des mini-scénettes, en fait, je disais, vas-y, fais la situation. Je regardais, je dis, bon, comment on peut rendre ça dynamique? Peut-être que toi, tu te mets plutôt par là. Peut-être que ça tient à rien, un regard entre deux personnes, etc. Et c'était essayer de rendre ces mini-scénettes un tout petit peu drôles. Sachant qu'on a tout tourné en une seule journée, donc il fallait qu'on fasse toutes les scénettes marrantes, plus toute la partie chambre à gaz en une seule journée. C'était un peu hardcore. Je sais pas si, comme moi, vous avez une passion ou si vous pratiquez une activité. Alors ça, c'est crade. En fait, l'image est horrible et le son est horrible. Le son, je l'ai doublé après. En fait, il faut savoir qu'il y a tout un moment où on bricolait vraiment. Et cette introduction, on l'a refaite a posteriori parce qu'en fait, ça fonctionnait pas très bien. Ça fonctionnait pas très bien. Je sais plus ce que j'avais fait, mais finalement, j'ai retourné ces images et on n'entendait pas bien le son. Donc ça, c'est un truc que je regrette parce que je suis pas un technicien hors pair. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais enregistrer la voix par-dessus et ça a passé. Mais quand on fait bien gaffe, on entend bien que c'est pas parfait, quoi. Et le jeu est pas très bon, enfin bon, je suis pas très satisfait de cette séquence. Activité extrascolaire. Moi, par exemple, c'est le football. Et moi, il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est les vestiaires. Non, c'est pas pour ce que vous croyez.
On a vraiment fait malaise avec un buzz, quoi. vestiaire. Non, c'est pas pour ce que vous croyez. C'est juste que, à chaque fois, il se passe des trucs bizarres et différents et marrants. Par exemple, quand on fait la composition des équipes. Voilà, donc c'est vraiment un truc pour boucher les trous parce que après, on me revoit plus jamais dans la chambre. Donc c'était juste pour citer les chapitrages de blagues, pour entendre la voix, voir d'où elle vient, etc. Maintenant, à chaque fois qu'on verra un chapitrage, on se dira « Ah, bah c'est le mec de la chambre qui est en train de parler ». Et voilà, il faut trouver toujours un sketch pour situer. Juste un petit mot sur la salle. On remarque que Simon est là, il apparaît alors qu'il n'est pas dans les autres sketchs, mais là il fait l'ombre, il fallait quelqu'un d'autre. Simon qui bossait en montage avec nous. Et voilà, donc je vais vous présenter tout le monde. Donc il y a Simon, Julien, c'est moi, Sam, Yvan, Mathieu et Arthur. Donc vous avez vu ces gens dans d'autres vidéos, plus ou moins si vous suivez Sympa Cool. Et on les embrasse. Et on a trouvé ce cadre qui permettait justement de faire plein de choses, de rendre dynamique, d'asseoir quelqu'un sur le côté, au premier plan, un peu plus loin. Voilà, c'est bête, mais on a quand même passé un certain temps à se dire comment on va filmer ça, quel va être le meilleur cadre. Et une des questions, c'était aussi, est-ce que ça marche d'avoir que 6 personnes pour faire une équipe de foot, sachant que normalement c'est 11, et on s'est dit, bon, c'est pas grave, on s'en fiche complètement. Il faut composer, voilà, on va pas mettre... En vérité, ça se passe jamais comme ça. C'est n'importe quoi que les personnages soient assis de cette façon-là. Je le dis si jamais vous composez des cadres fixes, parce que dans la vraie vie, ils seraient face au tableau. Là, j'ai voulu composer un truc pour qu'on voit les visages de tout le monde et qu'on voit le tableau. Mais c'est absurde. Yvan ne voit pas très bien le tableau, eux non plus. On essaie tous d'être plus ou moins face à la caméra, mais je trouve que ça va, c'est relativement naturel. Donc, il faut vraiment, surtout quand le cadre est fixe, faut vraiment bien prendre le temps de se dire, attends, comment je positionne les gens, parce qu'après, je pourrais plus bouger la caméra. Un petit mot sur les visuels. Bleu sur orange, ça a été compliqué de trouver la bonne police, le bon visuel. On a cherché un peu. Vous voyez que sur l'ancienne version, Bon, les gars, on avait plutôt un truc comme à ça. la douche ou quoi? Je On est en trop. vais le mettre là, voilà. Bon, c'était un truc de test, mais c'est tout bête. Mais en fait, il faut passer un peu de temps sur ces questions-là, puisque ça donne tout de suite une énergie et une couleur humoristique ou pas à ce qu'on fait, quoi. Et là, c'est vraiment très cheap, donc évidemment, on n'a pas gardé ça. Mais bon, faut arriver à trouver le bon truc. Garder ça. Mais bon, faut arriver à trouver le bon truc. Ok, Bon, les gars. j'avance. Mais pourquoi moi? C'est le hasard, maman. Bon, Yvan, tu communiques. Les échauffements. Attends, pourquoi tu t'étires? On notera aussi tout le... Pardon, je fais beaucoup de pauses, mais ça va être comme ça pendant 2 heures. On notera aussi tous les sons en plus, hein, le son de design, toute cette partie très, très humour, donc la parodie, la première partie des Marius. Il y a aussi beaucoup de codes qu'on reprend et on verra tout à l'heure, on entend le bruit d'un disque, d'une chanson qui s'arrête comme si un disque était rayé. Ça, c'est interdit de faire ça normalement, mais comme on est en train de parodier quelque chose, on l'accepte. Il y a beaucoup de plans où on rigole à l'arrière. Là, par exemple, ça se voit vraiment que je suis en train de rire parce qu'on l'a fait 2-3 fois, mais Arthur me fait beaucoup rire quand il se claque. Voilà. Bon, bref. C'est hyper dangereux. Ah putain, merde, je me suis fait mal. Ah, ça nique. Ah, ça nique. Ah, ça nique. Ah, ça nique. Les discours pour se... Jeu d'acteur exceptionnel, il nous a fait beaucoup rire. Les discours pour se motiver. Les gars, aujourd'hui c'est plus qu'un match qu'on joue. C'est le destin, ok? On se bat pour notre liberté aujourd'hui, les gars. Et s'il faut, il faut qu'on soit prêt à mourir sur le terrain. Donc ça, c'est des parodies de films américains. C'est la musique de The Rock avec Sean Connery et Nicolas Cage et Ed Harris et David Morse et plein de gens. Et le dialogue, c'est typiquement du Braveheart. Mais c'est vrai que c'est marrant ces moments où il y en a qui viennent juste pour jouer, pour se détendre, parce qu'ils ont une semaine compliquée, donc ils sont contents de jouer, et d'autres pour qui c'est le truc le plus important de leur vie. Dans mon club de foot, il y avait des gens comme ça qui étaient vraiment pour qui c'était trop important de gagner, et d'autres qui étaient plus en mode bon, bah c'est pas grave si on gagne pas, quoi. Et s'il faut, il faut Tout ça, qu'on c'est soit du prêt à vécu. mourir sur le terrain. Oh, oh, ça va, c'est juste un match amical. Hein. On a entendu le bruit du disque qui se raye. Un match amical. Hein. Je le remets parce que... Il faut qu'on soit prêt à mourir sur le terrain. Oh, oh, ça va, c'est juste un match amical. Hein. C'est un match amical? Bah ouais. L'esprit d'équipe. Bon, les gars, allez, go, 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 go. Putain, les gars, c'est qui a attaché mes chaussures? Là, pareil, on pourrait se poser la question, mais c'est absurde, à quel moment le gars s'est fait attacher ses chaussures et personne l'a vu. Mais bon, encore une fois, on oublie, on est là pour faire des blagues, pour créer une situation marrante en 2 secondes, donc le réalisme rapidement disparaît, quoi. Et mine de rien, Momo commence à être installé vraiment comme quelqu'un qui subit des blagues, en fait. Allez, go, 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 go. Je me demande d'ailleurs si quand les gens regardent, ils se disent... Je me demande dites-moi si vous avez une réaction. Est-ce que vous voyez venir le truc dans cet épisode? Est-ce que vous vous rappelez, vous êtes dit « Ah, je pense que ça va partir comme ça. Je trouve ça bizarre que tel personnage soit le souffre-douleur, etc. »
Ça m'intéresse. Ou vous êtes dit, ah, peut-être qu'on va voir le terrain ou quelqu'un qui va se blesser, je sais pas. Mais j'aime bien laisser pas des fausses pistes, mais faire croire aux gens que ça va partir dans une direction et en fait, pas dans celle-là. Alors, je réponds à une question juste. La méthode d'écriture, de production et la réalisation des épisodes a changé depuis les anciens Marius et aujourd'hui. Ouais, ça a changé, bien sûr. Les 3 premiers Marius, par exemple, je les ai pas écrits tout seul. Je les ai écrits et réalisés avec Guillaume Desjardins, des Parasites. Donc déjà, on n'était pas la même équipe au départ. Et puis ensuite, je les ai fait tout seul. Mais il y en a pour lesquels on a eu des moyens. Par exemple, une aide du CNC, et il y en a pour lesquels on n'a pas eu de moyens, mais globalement, c'est toujours le même esprit, à savoir, de toute façon, on se débrouille, on bricole, on autoproduit, mais j'essaie toujours d'être en condition comme si je faisais vraiment ça sérieusement. Donc par exemple, Marius qui filme dans une piscine, bon, on a vraiment filmé dans un toboggan avec des GoPro, Marius dans sa chambre, je suis vraiment dans ma chambre tout seul, c'est pas des tournages énormes avec plein de gens, quoi. C'est toujours garder un peu l'essentiel, et ce truc un peu de potes qui tournent des films ensemble. Après, ça dépend pour les parties un petit peu secondaires où il y a de la fiction. Je pense au call center à Cannes. Là, il y avait besoin d'avoir une équipe qui éclaire, qui gère la caméra, qui prend le son. Voilà. Ça dépend vraiment de l'ampleur. Moi, j'aimerais beaucoup faire des Marius très très chers avec beaucoup de moyens pour un peu envoyer du lourd, mais souvent, je dois trouver des idées qui sont pas trop chères à faire et faciles. Et celle des vestiaires, par exemple, c'était... une question, c'était comment est-ce qu'on reconstitue une douche de chambre à gaz avec des vestiaires normaux. Et donc, il a fallu faire plein de concessions et se dire, c'est une petite douche. Je voulais à la base une immense douche comme dans la liste de Schindler. On va voir les extraits tout à l'heure. Mais on se dit, non, il faut que je tourne ça dans un seul lieu avec le moins de monde possible. Je pensais que ça allait partir en agression sexuelle sur Momo avec Marius en témoin qui n'ose pas s'opposer et doit vivre avec non seulement l'image, mais surtout avec la haine de soi de ne pas avoir agi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. J'aimerais bien faire un truc comme ça sur Marius qui vit avec la haine de soi de ne pas avoir agi à un moment. Il y a un petit peu ça dans Marius et le covoiturage où il fait voter des gens, il convainc des gens malgré lui de voter Front National. Et après, tu te demandes quand il va gérer ça. À quand la boutique Sympa Cool? Très bientôt sur Utip, on va ouvrir une boutique, on pourra acheter du merchandising. Sur Utip, vous pouvez nous soutenir, je le rappelle. Utip Sympa Cool. Ok, on y retourne. Putain les gars, c'est qui a attaché mes chaussures là? Les solutions pour passer le temps. Jus, ferais pas une petite biscotte tous les deux? Oh là là, ça c'était dur à tourner. Ça se voit que je suis juste en spectateur et pas du tout en réalisateur ou quoi que ce soit. Ça me fait juste plaisir de voir mes potes jouer à la biscotte et dire ça. La biscotte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, une légende un peu urbaine. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont joué à la biscotte. Ça consiste à mettre une biscotte au milieu de personnes. Tout le monde doit se masturber, c'est des hommes. Et le dernier qui éjacule doit manger la biscotte. Voilà, c'est un peu hardcore. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait vraiment joué à ça. C'est un peu une légende urbaine et c'est un peu une blague de beauf, une blague de caserne, quoi. C'est pas une blague très, très compréhensible quand on connaît pas le jeu et tout, mais c'était vraiment trop marrant quand on le connaît d'imaginer que 2 personnes allaient jouer à la biscotte. Et je crois qu'on a coupé là. Putain, j'ai pas le rush, là, c'est dommage. On a coupé là parce qu'on était mort de rire juste après. Ah, carrément, grave. Ah ouais, super. L'ambiance a... Ça se voit. Pardon, si vous regardez bien mon visage, là, ça se voit que je suis mort de rire. Biscotte tous les deux? Ah, carrément, grave. Ah ouais, super. L'ambiance après une victoire. L'ambiance après une défaite. On note quand même, moi, ils sont tous super, mais le jeu subtil de Samuel qui fait Momo, qui, dans l'ambiance après une victoire, cherche des gens à qui parler, mais il a pas beaucoup de monde à qui parler, c'est assez drôle, je trouve. Attendez, je vais remettre un peu avant. Jus, non, c'est ferais pas là. une petite biscotte tous les deux? Ah, carrément, grave. Ah ouais, super. L'ambiance après une victoire. L'ambiance après une défaite. Allez, c'est pas grave les gars, c'est que du foot hein. Oh ta gueule. Alors, il faut savoir que dans la vie, moi, je suis plutôt le personnage de Momo. Quand on perd, c'est que c'est pas grave, je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous. Il y en a vraiment, ça leur nique leur soirée, c'est compliqué. Quand on revient en voiture, ils ont du mal à en parler, etc. Moi, j'aime bien débriefer, genre, après un match de foot, se dire ah, on aurait peut-être dû faire ça, c'était intéressant ce moment, etc. Mais je suis rarement abattu, quoi. Seulement, c'est drôle quand t'es pas quelqu'un d'abattu et que les autres sont abattus, c'est pas accepté. Les hachikachik du capitaine. Achik, achik, achik. Les hachikachik de Momo. Achik, achik, achik. Donc ça marche bien encore, le contraste victoire-défaite, hachik-hachik, voilà.
Bon, après, on tourne tous les sketchs et au montage, on voit bien ce qui fonctionne, dans quel ordre ça fonctionne. Est-ce que les hachik-hachik, faut les séparer faut les éloigner les uns des autres, ou est-ce qu'il faut les enchaîner? Enfin, c'est un truc de montage qui est assez intuitif, quoi. J'aime beaucoup la concentration de tout le monde. Personne n'a envie de parler, personne n'a envie d'être là. On est tous là à se dire, ouais, il nous reste 45 minutes pour rentrer, on va prendre le RER. On est à l'autre bout du département. Enfin bon. L'heure de la douche. Non, mais il fait trop rire Sam, comment il se rassoit en 2 temps, quoi. Genre il hésite, puis il se rassoit quand même. L'heure de la douche. Le dernier à la douche est fan de Cavalan. Oh putain. Tu vas pas te doucher, Momo? Ok, on arrive à la bascule. Donc comme je disais, c'est le Marius où la bascule est peut-être la plus longue, puisqu'il y a un faux départ. Mais là déjà, on sent que le rythme a changé. Ça, c'est très important. C'est de sentir qu'il y a un changement de rythme et que le spectateur se dit bah, c'est bizarre que ce plan il dure plus longtemps, tous les autres sketchs étaient très courts. Donc, pour peu qu'il ne sache pas le principe d'un Marius, il se dit là, il y a un truc dans son cerveau, mais c'est presque même pas conscient, c'est inconscient, c'est se dire il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est toujours un effet vachement recherché dans ce format-là. Ah non, ça va aller. T'es dégueulasse, ça me prend une douche. Vas-y, enlève ton maillot, viens me doucher. Non, c'est bon, je vais me doucher chez moi. Momo, viens me doucher. Alors ça, c'est un vrai sujet, les douches. Il y en a qui se douchent jamais dans les vestiaires collectifs et d'autres qui se douchent systématiquement. Il y a une question de pudeur, question de oh, ça me fait chier, je préfère rentrer chez moi. Donc c'est tout à fait légitime de parler de douche à ce moment-là. Non, j'irai à la maison, les gars, allez-y. Allez, on va peut-être l'aider à se doucher, non? D'ailleurs, c'est totalement incohérent parce que genre c'est la première fois qu'ils vont se doucher. Enfin, je me rends compte que c'est n'importe quoi au niveau du scénario. C'est la première fois qu'ils vont se doucher tous ensemble avec Momo. Enfin, Momo, ça, évidemment, ils le connaissent bien, il est toujours là. Genre, ils l'ont jamais vu sous la douche, c'est hyper étrange. Ou alors, il s'est fait son tatouage récemment. Bref, voilà, quand on écrit, il faut toujours se dire qu'est-ce qui est crédible ou pas et qu'on peut raconter. Et où est-ce qu'on s'en fout, en fait, parce que c'est marrant. Non, Waouh. J'aime beaucoup ce cut. Il est pas très rigoureux, mais je trouve que il marche bien. Et parce que c'est la première fois qu'on change la valeur de caméra. En fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils soient tous super souriants, comme on voit là, Arthur par exemple, et que tu crois que tu te marres, mais il y en a un qui souffre en fait. Et tout le monde rigole, c'est chantant, c'est drôle, ça va. Et c'est ça la force du groupe, qui est destructrice, qui est terrible, c'est que tu te rends pas compte que tu es juste en train de suivre, de t'engrainer avec les autres et de sourire. Et là, c'est vraiment très exagéré, mais c'est très limpide. Voilà, je sais pas ce qu'ils vont lui faire d'ailleurs à ce gars, ils vont juste le foutre sous l'eau froide, je sais pas. Voire pire, mais ils sont tous très contents, quoi. Cette ambiance joyeuse, c'est un peu grinçant, quoi. Donc là, on est vraiment dans le champ lexical du harcèlement. Il lui enlève son short. Il y avait tout un enjeu sur ça veut dire quoi, la valeur de valeur de caméra? Ouais, c'est la valeur de plan, la valeur de caméra. C'est le fait qu'on ait un plan large qui s'arrête là, qui commence là. Donc là, c'était un plan très large où on voyait les gens en entier dans le vestiaire. Mais il y a un changement de valeur de plan puisqu'on passe sur un plan... Déjà, on place sur un plan plus rapproché. Hein, c'est cette valeur de plan. Et surtout, on place sur un plan épaule. C'est qu'on était sur des plans fixes depuis le début et d'un coup, on est sur un plan qui est mouvant, en fait. Je remonte le raccord, mais c'est vrai que c'est efficace, quoi. Alors, voilà, donc, effet de montage, comment on fait comprendre qu'il est mis à poil? En fait, c'est toujours le fameux truc de dire, tu crois que tu l'as vu, mais en fait, tu l'as pas vu. Tu montes d'abord le short qui s'enlève, donc là, c'est physiquement, le plan, il est continu, tu vois que le short est... Je le remets. Tu vois que le short, il est enlevé vraiment.
Et ensuite, tu vois un plan, tu remontes sur le caleçon, tu te dis, ils vont pas faire la même chose sur le caleçon. Et en fait, tu l'amorces et tu montes les pieds, tu montes le caleçon qui part. C'est tout bête, mais c'est pour bien faire comprendre. Cette répétition-là permet de bien faire comprendre et de pas partir ailleurs, de filmer autre chose, de faire une ellipse. De faire comprendre qu'il est vraiment nu, quoi. Ils sont vraiment en train de le mettre tout nu, quoi. On notera que Marius n'est pas le dernier à le déshabiller, voire même le premier. Marius prenant un petit peu d'épaisseur au fur et à mesure des épisodes. Parfois, il est un peu victime, il est un peu jeune. Et puis là, il commence à être pas leader, mais un petit peu quand même. C'est lui qui dit ah, venez, on va donner une douche à Momo. Donc, c'est intéressant aussi de voir Marius qui est vraiment... ouais, pas toujours il est pas toujours en train de subir. Et dans l'exemple ultime, c'est dans Call Center où il se fout de la gueule d'une nana, c'est elle qui subit, lui il s'en rend pas compte du tout. Mais là, il est activement méchant, quoi. Alors, j'aime beaucoup cette série de plans. Moi, je voterais pour... moi, mon préféré, c'est WhatsApp. C'est Marius WhatsApp. C'est ce que j'ai décidé. Je réponds ça maintenant. Parce qu'il est bien radical. En fait, on est dans dans la question de qu'est-ce qu'on va voir sur son torse. Et si je reprends le scénario, je vais reprendre voir ce qui a été écrit à ce moment-là. Il traîne Momo jusque dans la douche. Là, il se débat, mais tous les joueurs, à la fois par jeu et par cruauté, s'amusent à le mettre à poil. Il lui enlève son maillot hilar. C'est assez respecté. Momo est torse nu. Marius le regarde, se calmant d'un coup. Les autres aussi le regardent, en se taisant tout à coup. Momo a une croix gammée tatouée sur le torse. Ouais. Donc, c'est vraiment exactement ce qu'on a filmé. C'est cette suspension qu'on s'est amusé à étirer au montage. Souvent, quand on tourne au montage, quand on est au tournage, j'essaie d'avoir les réactions de tout le monde. Au cas où tu filmes, en plus on est 5-6, tu dis bah ça coûte rien, je te filme toi en train de réagir à ce qui vient de se passer. Puis toi aussi. Puis je verrai lequel joue le mieux sur ce moment, lequel fait passer le plus d'intention, c'est le plus cohérent et tout. Et là, en fait, ça permettait d'avoir les têtes de tout le monde et de faire traîner encore plus ce « Attends, mais il y a quoi sur Momo ?» et en fait, c'est vraiment... C'est quoi le pire qu'on puisse avoir sur le torse? Là, c'est la rupture brutale. Je vous avais dit, les gars. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cet endroit, dans ce vestiaire, on peut jouer sur la couleur, la lumière. Et quand tout le monde rigole, sourit à un maillot, etc., jaune et bleu, on peut se dire que c'est quand même un peu joyeux, mais d'un coup, avec ce genre de plan, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Le visage d'Arthur, par exemple, évidemment, le dos de Sam. Et donc, je trouve que ça crée une ambiance. Et on a ajouté quelque chose à ça, c'est qu'on a créé un étalonnage. On parlait d'étalonnage tout à l'heure. Pour passer au noir et blanc, super progressif. C'est-à-dire que c'est pas on passe en noir et blanc d'un coup, comme dans Kill Bill quand il lui arrache l'œil et on passe d'un coup en noir et blanc. C'est que le noir et blanc, il se fait sur une quarantaine de secondes, je crois, où on a étalonné d'abord tout normalement, en mode couleur classique, des vraies couleurs, et on a aussi étalonné la séquence en noir et blanc, et après on a fait un fondu très lent entre les deux, ce qui fait qu'on a l'impression de noir et blanc qui arrive au fur et à mesure. Et ça, bon, c'est vraiment un truc de montage, mais on l'a pas vu venir, et à un moment on se dit mais attends, mais on est en noir et blanc là, à quel moment c'est passé en noir et blanc? Et c'est tout le but. Le noir et blanc commence au moment où Marius s'interrompt. En gros, dès qu'un personnage voit la croix gammée, la courbe de noir et blanc commence, et elle se terminera dans 30 ou 40 secondes. On va regarder ensemble ce moment. Je sais pas si vous avez vu... attendez, on va le regarder, c'est exactement ça. Je vais mettre sur la scène YouTube, je vais faire attention. Ça, c'était un sketch qu'on avait fait, qui est un peu les prémices de Marius. Ça dure 1 minute 23, on va se le regarder ensemble. Et il y avait déjà des gens que vous identifiez, notamment Mathieu, par exemple. Et là, je me suis retrouvé la bite dans le sable. Arrête. T'avais quel âge, mec? J'avais 18. Tu sais que tu peux niquer avant d'être majeur. 18, c'est tard pour une première. Ça va. Mais genre, toi, t'avais quel âge? 17 ans.
Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais à quel âge j'ai niqué moi? Vas-y. Je l'ai fait à 15 ans. À 15 ans. Non, ça c'est le champion, il est là. Bon, et toi, à quel âge? Comme Asdin, 22. Ah, mais ça va, j'étais amoureux. Non. Les gars, arrêtez. Et toi, en vrai, c'était quand? Moi, j'avais 6 ans. C'est exactement la même chose. La réaction d'Asdin est géniale. T'avais 16 ans. Joël, incroyable. Et c'était bien. C'est une blague de merde, Mathieu. Ça, c'est ouf de revoir ça parce que... Tu blindes? Ouais. Pardon. C'est. Les gars, c'est cool, on joue, hein. Moi, je suis couché. Je couche. Tapis. Le viol. Ça casse l'ambiance. C'est hyper intéressant d'avoir revu ça. Je l'avais pas vu depuis longtemps parce que il y a tout en fait. Il y avait déjà ce délire, mais déjà dans la vidéo Merci Facebook que j'avais faite avant et tout, en voiture, il y avait ce truc de d'un coup ça vrille. Là, il y a vraiment ce truc des regards qu'on retrouve dans la vidéo de Marius dans les vestiaires, des gens qui regardent et qui d'un coup rigolaient, rigolaient beaucoup trop et d'un coup arrêtent de rire. C'est un peu maladroit, je trouve, parce que la musique, elle s'arrête vraiment trop vite. Même les réactions après, il y a des trucs qui sont drôles, mais des trucs qui sont un peu bizarres. Puis on comprend pas pourquoi mon personnage balance ça d'un coup alors qu'il rigolait avant. Enfin, c'est vrai que je le vois aujourd'hui, je me dirais, oui, il rigole forcément, il peut pas lâcher une info comme ça, sérieusement. Et il y a aussi cet amour de filmer des gens autour d'une table. On a beaucoup fait ça. Notre long métrage, La règle du jeu, par exemple, c'est que des gens autour d'une table, certains sont déjà autour de cette table d'ailleurs. Et on l'a fait à d'autres moments. Voilà, je trouve que c'est marrant de revoir ça. Et c'est peut-être un des prémices de Marius, quoi. Comme beaucoup de choses. J'ai identifié à peu près à ce moment-là, mais avant quand même à l'école, les courts-métrages que je faisais à l'école, dont Le jour du permis. Et un autre truc qui s'appelait Soirée chic de Taille Choc. En fait, je me suis dit au bout d'un moment, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des situations drôles ou légères qui d'un coup brillent en trucs hyper graves et sérieux, parce qu'en fait, ça me permet de parler du fait que sous la couche de la société ou de la légèreté du quotidien, en fait, faut pas oublier qu'il y a plein de trucs qui sont absurdes, qui sont angoissants et qui sont mystérieux, quoi. Et j'aime bien qu'on ait les réactions de tout le monde. C'est-à-dire que il y a une espèce d'évidence. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est chose qui est en train de se passer. Il y en a pas un qui fait c'est quoi ce truc? Tout le monde a la même tête. Ça, c'est assez fort parce que tu te dis, attends, il y a un truc très, très puissant qui est en train de se passer, qui met tout le monde d'accord. Et évidemment, le point Godwin des nazis. C'est la première fois qu'on voit des nazis dans Marius. Je crois que c'est Spielberg qui disait sur Indiana Jones que les méchants, c'est forcément les nazis, parce qu'Indiana Jones, c'est le plus fort, donc il faut qu'il lutte contre les gens les plus méchants. Donc c'est pour ça que c'est toujours des nazis, les méchants dans Indiana Jones. Bon, dans le 2, pour le coup, c'est pas des nazis, mais ils sont revenus aux nazis après. Je vous avais dit, les gars. J'aime beaucoup ce plan, donc là vraiment je trouve que Andrea, c'est lui qui tenait la caméra, il a vraiment filmé les choses, il faisait le point en même temps. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît dans ce plan, c'est que il commence par la croix gammée et il finit par le regard de Marius. C'est tout bête, mais quand c'est fluide comme ça, c'est satisfaisant au montage. On se dit pas attends, il faut que je bricole, il faut que je fasse un chant sur lui machin. Et là l'action elle se suit bien. On notera à quel point Sam est musclé. Donc la croix gammée, le visage. Je vous avais dit, les gars. Il sort du champ et l'impression qu'il a laissée, c'est ça. C'est le gars qui n'en revient pas à ses yeux de ce qu'il a vu. Et c'est bête, mais vous l'analysez pas forcément quand vous le regardez. Enfin, je dis vous, c'est en général un spectateur. Mais quand c'est dans le même plan, le cerveau s'est dit « Ah, c'est dans le même plan que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de coupe et c'est agréable. » Et c'est pour ça aussi que les plans séquences sont parfois fascinants. C'est parce qu'on se dit c'est vraiment arrivé pour de vrai, quoi. Bon, et là, on part en couille. Donc, on retrouve David. David qui est dans beaucoup de Marius, qui incarne souvent l'angoisse. Là, il incarne, voilà. Voilà, c'est le genre de tournage où il faut louer un costume nazi, ça existe, une arme, un lugger et un brassard. Le brassard, je sais plus si on l'avait loué ou fabriqué. Et alors ça, c'est mon plan préféré du Marius. C'est un plan complètement absurde qui n'a... Je vous le montre une fois. Il y a un truc qui est étrange dans ce plan. Je vous montre une fois et on le revoit après. Vous me dites si vous le remarquez. Ok. En fait, ce qui est étrange dans ce plan, c'est que la difficulté quand on filme des gens à plusieurs qui se parlent, c'est où est-ce qu'on regarde, c'est-à-dire les personnages, est-ce qu'ils regardent à gauche ou à droite de la caméra. Il y a une règle connue des 180 degrés. Si deux personnes se parlent,
et qu'on filme la première personne et dont on trace un trait entre les deux et qu'on filme la première personne d'un côté du trait, il faut qu'on filme la deuxième personne du même côté du trait. Sinon, les regards vont être dans la même direction, c'est-à-dire que dans un champ, le mec va regarder comme ça et dans le contre-champ, le mec va aussi regarder comme ça. Et ce sera bizarre, ils regarderont dans la même direction. Alors qu'il faut qu'il y en ait un qui regarde dans cette direction-là et un qui regarde dans cette direction-là. Bref, quand on filme à plus que 2 personnes, ça devient technique parce que où vont les regards? Et là, ce qui s'est passé dans ce plan qui va suivre, c'est qu'on est nombreux et que la règle n'est pas respectée parce que il y en a 2 qui regardent à droite de la caméra, par ici, et les autres regardent à gauche de la caméra. Alors, on peut se dire qu'eux regardent les nazis, le soldat nazi, David, et que la caméra est entre Samuel et David, et qu'eux regardent plutôt Samuel. Mais quand même, il y a un truc un peu étrange, et en plus, ce que j'aime bien, et c'est qu'il y a plusieurs cadres dans le même plan. On s'arrête sur l'un, puis sur l'autre, puis il y a l'action de Mathieu qui avance vers la caméra. Donc, comme toujours, ça permet d'éviter de faire plusieurs cuts. Il se passe plusieurs choses dans ce mouvement très particulier. Momo, là, c'est quoi ce délire? Et après, ça enchaîne à ça. Donc, je sais pas, je trouve qu'il a une élégance, ce plan, quelque chose de pas storyboardable. On peut pas se dire, je vais faire un plan comme ça. Mais là, la façon dont Andrea a bougé la caméra, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Je le revois une fois. Le noir et blanc commence à être de plus en plus important, mais il est pas complètement fini. Momo, là, c'est quoi ce délire? Ok, donc on remarque quand même qu'entre le moment où il y a eu la croix gammée, donc là ils sont encore contents, à poil, on va dire que c'est à 2 minutes 20, voilà, et le coup de feu, il y a eu 30 secondes. Il y a 30 secondes. En 30 secondes, on est passé d'une ambiance un peu festive à un coup de feu d'un nazi qui tue un personnage. En fait, là, on rigole plus du tout, quoi. Je vais refaire un tour par le scénario. Il appelle en allemand. Donc ça, on l'a pas fait. Il appelle personne en allemand. Il s'en va juste. Un soldat apparaît avec une mitraillette ou un flingue. Momo se range du côté seulement. Le capitaine se précipite. Ok, il se prend une balle dans le ventre. Ok. Scénario respecté. Alors, je vais juste lire. Quand on analyse bien, on voit vraiment bien le passage progressif en noir et blanc. Oui, là, tu vois, on est pratiquement complètement noir et blanc. Mais pas tout à fait. Je pense que le noir et blanc final, ça va être au moment des douches. Donc, en fait, le noir et blanc, je pense qu'il met plutôt une bonne minute à arriver. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est filmer des gens tout nus. Parce que, en fait, ils sont nus dans la douche. Ils sont censés être nus. Les personnages sont censés être nus. Ça, ils sont tous en serviette au moment d'emmener Momo. Et après, ils ont plus les serviettes parce que je trouvais que c'était pas très beau de les voir en serviette. Donc, c'est comment on fait pour filmer des hommes nus sous la douche sans non plus montrer leurs gags parce que ça pourrait être inélégant et puis que je voulais pas montrer de full nudity frontal, de frontal nudity comme on dit. Alors, tout simplement, enfin, tout simplement, c'était pas si simple. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux de VFX en post-production. On a mis des slips chers, des slips couleur chair. On avait tout ça par-dessus sur nous. Donc ça, c'était au cas où, un moment, on apercevait, parce que on voulait pas non plus jouer tout nus les uns devant les autres, parce qu'on allait passer l'après-midi, ça aurait été bizarre. Donc on était chaud pour dire, vas-y, on va mettre des slips chers, on va se débrouiller pour pas filmer en dessous, en bas. Donc là, par exemple, on est censé être tout nu, mais on le voit pas. En revanche, quand on a un personnage qui tombe, voilà, donc soit on est dans l'ombre, c'est caché, mais en fait, il a un slip chair, soit c'est carrément flouté. Donc là, quand il se penche... Voilà, ici on voit, on imagine bien qu'on devrait voir Julien. Et là sur le côté, sur sa... Ah non, attendez, en fait je suis pas dessus, je vais m'enlever 2 secondes, je vais me mettre là. Quand on regarde sur le côté ici là, on voit bien qu'on devrait voir quelque chose. En fait il a un slip mais c'est flouté et avec l'étalonnage c'est un petit peu caché aussi, donc on ne voit pas son slip. Et on voit les autres qui se penchent, là c'est pareil. Arthur, alors en fait c'est une gymnastique d'arriver à filmer. Là si on n'avait juste pas le choix, on était obligé de se dire... bon, comment tu arrives dans le cadre pour qu'on voit pas que t'as un slip ou que t'es pas tout nu. Là, on le voit un peu, le flou. On le voit ici. Je pense que là, on voit des fringues normalement. Alors, pendant ce temps-là, Mathieu agonise. Alors ça, c'est vraiment... Bon, je pense qu'il est temps de citer Soldat Ryan. Que chaque Marius, j'essaye un peu de reprendre les codes de cinéastes que j'admire ou que j'aime bien, ou qui sont juste admirables et connus. Et donc Haneke, par exemple, a été souvent repris, il y a du fan footage, il y a des techniques de filmage. Et là, le passage au noir et blanc était évidemment un clin d'œil à la liste de Schindler, dont on va parler un peu plus loin. On va regarder les extraits.
là, cette balle qui se prend dans le ventre, c'est vraiment une référence à une scène de Soldat Ryan avec la mort du docteur. Il y a eu un combat et à un moment, lui, il arrive et il se rend compte qu'il y en a un qui a perdu du sang. Il s'est pris une balle. Mais on va le découvrir. Et c'est vraiment ce truc de ses potes qui sont autour de lui qui disent tu vas t'en sortir. Mais il y a énormément de sang qui coule. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait pour filmer. D'ailleurs, je pense que c'est au même endroit que la balle que s'est prise Mathieu. Je pense que c'était une référence assumée. Et ils disent des trucs du genre voilà, tiens le coup, ça va aller, tu vas t'en sortir. Donc je pense que j'avais montré la scène à Mathieu, voilà, et on voit le sang qui coule. Je sais pas comment ils font, attendez, il y a un moment où on voit vraiment le sang. Voilà, c'est affreux, affreux. Donc sur notre histoire de Mathieu, voilà, la balle elle est à peu près au même endroit, c'est clairement un clin d'œil. Alors, on entend, on entend la musique d'Edouard. Alors, on l'entend pas, on peut pas en profiter comme si on l'écoutait sur un CD, mais je vais vous la faire écouter parce que je la trouve très belle. Ouais. Les références à la liste de Schindler sont évidentes. Après, ça, c'est la musique à l'image qui vient accompagner vraiment certains moments. Ouais, c'est Édouard Joguet qui compose la plupart de nos musiques à l'image. Qui a fait la musique de l'effondrement aussi. Alors, faudrait l'écouter dans le montage, le thème qui revient. Mais c'est vrai que dans un Marius, le moment où on passe en fiction, la musique aide en fait. Putain, j'aimerais bien faire un blind test à Edouard, lui faire écouter ses musiques et dire ah tu sais pourquoi tu l'as fait celle-là, parce qu'il en a fait tellement. Il a bossé avec tellement de gens, il est trop fort. Voilà. Donc ça, c'était pour écouter la musique. Voilà, maintenant, vous ferez peut-être un petit peu plus attention à la musique quand on va continuer à regarder le Marius. Alors, évidemment, personne ne parle allemand dans cette bande de nazis. Enfin, ils sont deux, mais ils ne parlaient pas allemand ou très peu. Je crois que Sam avait appris quelques mots, mais je leur avais dit, c'est pas grave, vous allez chuchoter et puis on vous entendra derrière une vitre, donc ça va le faire. Ce que j'aime bien, c'est que ils sont vraiment tous les deux. On comprend tout de suite la relation. Là, Sam, on dirait vraiment qu'il est nu. Je pense qu'il a son slip qui dépasse, mais qu'on l'a un peu flouté. J'aime bien la relation. On comprend qu'il y a le chef. On a souvent vu ça dans les films. C'est un peu un trope. T'as le mec armé qui obéit aux ordres de l'autre, alors que le mec armé est plus imposant, plus grand. C'est le petit qui donne les ordres, qui est le vrai méchant, qui dirige et qui commande. Et on voit dans l'attitude d'ailleurs de Sam qui tout de suite a les mains derrière le dos, et on se dit mais c'est complètement absurde, pourquoi Momo serait un chef nazi, enfin je reviens même pas là-dessus, ça n'a aucun sens, c'est une angoisse, c'est un cauchemar. Ok, là on rentre dans la plus grande fumisterie de tous les Marius, c'est que comme par hasard, d'un coup il y a une porte qui se ferme, on entend le bruit de la porte qui se ferme, vraiment porte de prison. Or il n'y a absolument aucune porte nulle part quand on fait attention. Voilà, si vous regardez bien, ils sont venus. Voilà, il n'y a aucune porte nulle part, et pourtant une porte se ferme sur eux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a dû faire preuve d'ingéniosité. On s'est dit, ok,
on a visité beaucoup de... Enfin, beaucoup. On a repéré plusieurs vestiaires et on n'a jamais trouvé le truc parfait. Et moi, je voulais une porte, idéalement, qui se ferme sur les vestiaires. Mais en fait, ça n'existe pas. La plupart des douches, elles sont ouvertes, en fait. On s'est dit, on va faire croire qu'il y a une porte, alors qu'il n'y en a pas. Donc, comment on fait? C'est point de vue subjectif. Alors, déjà, Marius qui s'approche. Et que regarde-t-il? Voilà. Et là, on filme à travers une porte. Mais là, on est complètement ailleurs. On a juste, dans le gymnase, on l'a tourné, il y avait un endroit où il y avait un hublot et une vitre, et on a juste filmé les deux avec une longue focale. Donc ils étaient loin, donc on voyait pas grand-chose de l'autre côté d'une vitre. Et moi, on m'a filmé, voilà. Mais ça n'a aucun sens. Là, c'est pas le même endroit, il n'y a pas de douche derrière, voilà. Le but, c'est simplement de se dire, ok, ils se sont fait enfermer, parce que j'avais besoin qu'ils se fassent enfermer, parce que dans une chambre à gaz, tu enfermes les gens, sinon le gaz s'échappe. Pareil, là on les entend pas parler allemand. Là, ok, il y a le hublot, on le voit, le vignettage sur le côté. Il y a clairement, on est filmé à travers un hublot. Là aussi, voilà, ça c'est le plan qui permet d'accepter, ah oui, il est vraiment derrière une porte. Mais en fait, le plan d'après où on revoit Marius n'a rien à voir avec ce hublot, quoi. Le son permet aussi de transitionner, des bruits, la porte qui se ferme, il tape à la porte, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait exister. Voilà. Mais en fait, ce plan n'est pas très raccord, même à la lumière, avec le plan où on m'a vu derrière un hublot. Bref. Alors ça c'est absurde. Il y a quelqu'un qui est dans la pièce et qui parle polonais. Alors d'où vient ce personnage? D'où vient ce personnage qui est trop content de prendre une douche? Je sais pas, je suis sûr qu'il y a une influence. Le gars est trop content, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, tu sais que c'est le mec qui va mourir le premier, quoi. Je me souviens pas. Je sais juste que je suis retombé sur une vidéo qu'on a faite où on a essayé de... On s'est entraîné à traduire, mais pour rire le passage. Donc je vous la montre parce que ça m'a fait rire quand je l'ai revu tout à l'heure. 47. 47 to jest число mojej skrzynki. A twoje? A jakie masz czysło skrzynki? Damy si widzisz, damy si sprychu, wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Ça me fait trop rire. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a tourné, moi j'ai dit aux comédiens, mais j'avais dit aux comédiens, dis ça à peu près et traduis-le parce qu'il parlait vraiment polonais. Et en revanche, après, je lui ai renvoyé la séquence, on lui a renvoyé la séquence pour lui dire qu'est-ce que tu as dit là en fait, parce qu'on a fait un montage, mais peut-être que ça veut plus rien dire ce que tu racontes, et on lui a demandé de traduire ce qu'il disait. 47. 47 to jest czysło mojej skrzynki. Et c'est con, mais ça donne une dimension supplémentaire en fait. Là, on voyait bien que Marius, il était avec des potes, c'est un tournage entre amis et tout, mais d'un coup, il y a un vrai mec plus âgé qu'eux, qui parle pas la même langue, et d'un coup, je trouve que ça élargit toujours. Quand on tourne des choses, il faut faire attention, je pense, à tourner pas que avec des gens de son âge ou de son milieu, ou j'en sais rien, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir d'autres personnes dire « Ah ouais, c'est un gros truc, on me raconte une histoire plus grande que ce que je pensais. » quoi. Widzisz, damy si sprychu, wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Damy si sprychu. Les douches, les gars. Les gars, les douches. Bon. Bloque la douche. Ça m'épate quand tu dis, ça me fait trop rire. Moi, je vois le désespoir d'un gars qui perd la tête face à la situation. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais moi, le rire, souvent, ça me fait rire quand c'est... Le décalage me fait vraiment rire. Parce que tout à l'heure, par exemple, je rigolais quand je revoyais le Marius en entier, même quand il y avait les moments badants et tout, parce que je me disais, mais c'est trop drôle, en sachant comment la vidéo a commencé, qu'on en soit là à ce moment-là. Et je repense toujours à l'évolution et à la bascule, et donc ça me fait rire. Si c'était que un montage, que une vidéo triste avec des gens dans une douche, bah non, je rigolerais pas. Mais c'est ce décalage qui me plaît. Comment on filme une menace? Alors la scène que je vais vous montrer, c'est une scène du film. Donc c'est un film très étrange, la liste de Schindler, parce que narrativement c'est unique. J'ai jamais vu un film comme ça. À la fois il y a un personnage principal et puis à la fois c'est un peu documentaire. Enfin, docu-fiction, parce que tout est rejoué, mais on suit des histoires. En fait, tu comprends qu'il veut nous montrer des choses aussi qui se passent dans les camps, qui sont pas forcément liées à Oskar Schindler, le rôle principal, où des femmes sont mises dans une grande salle pour être douchées. Et nous, en tant que spectateurs, c'est ça qui est très intéressant avec cette scène. Et je crois qu'on lui a même reproché, certains lui ont reproché d'avoir fait ça à Spielberg. Il y a une angoisse qui monte, et à un moment, on se dit, bon, elles vont se faire gazer, c'est horrible de nous montrer ça. Et elles ont peur, elles regardent les douches de se faire gazer, et à un moment,
l'eau arrive. Et en fait, c'est des vraies douches. Et elles se font doucher tout simplement. Elles se font nettoyer. Et elles sont trop contentes parce que je dis, putain, heureusement, on n'est pas en train de se faire gazer. Et on dit à Spielberg, mais attends, mais pourquoi tu filmes ça? T'essaies de dire quoi? Que les chambres à gaz n'ont pas existé? Enfin, on pourrait se poser la question de c'est quoi l'impact d'un réalisateur qui dit on va croire que c'est des douches, et en fait, des douches à gaz, en fait, c'est des douches à eau. Et en fait, Spielberg, je crois, s'est défendu, a dit que on sait tous que c'est des chambres à gaz, donc on va pas filmer ça. C'est un peu comme faire du bien aux spectateurs de dire voilà, je vais pas vous montrer ça. Et puis il y avait aussi des endroits où il y avait des vraies douches, donc il a choisi de montrer des vraies douches plutôt. Mais c'est un choix radical. Il aurait pu très bien montrer le gaz qui commence à sortir et puis il coupe la scène et après ils sont tous morts. Et non, il a choisi de faire ça. Donc toute cette partie-là du Marius, elle est complètement reprise de cette scène de la liste de Schindler qu'on va regarder maintenant, avec cette angoisse que le gaz arrive et en fait la joie que l'eau arrive. En plus, la musique laisse entendre qu'on va assister à un truc affreux. Là, ils sont vraiment nus pour le coup, elles sont vraiment nues. Ah, j'aurais adoré, voilà, le hublot, tout ça. J'ai revu beaucoup cette scène avant de tourner le Marius. J'aurais adoré avoir ce genre de moyens, évidemment, mais on s'est débrouillé. On voit un peu l'inspiration. Là, ce visage, ce gros plan sur ce personnage, c'est aussi exactement ce que je mime après dans l'épisode de Marius. On a repris tous les codes. La caméra à l'épaule, le fait que les gens pleurent, les plans rapprochés, le découpage. Enfin, vraiment, on a cité vraiment la liste de Schindler avec cet épisode. Les images du Marius et les images de là, enfin, genre, ça se répond tellement. Enfin, maintenant, je vois bien tous les plans qu'on a copiés, le plan sur le pommeau de douche. L'eau qui arrive progressivement, d'abord une douche, puis l'autre. Je l'ai refait. Et là, c'est extraordinaire parce que elles savent qu'elles pensaient mourir et d'un coup, elles disent ok, je vais pas mourir maintenant. Et nous, en tant que spectateurs, on se dit ah, c'est extraordinaire, je vais pas voir ça. Et je vois qu'elles sont contentes. Enfin, c'est très très troublant comme sensation. Le film est vraiment vraiment unique. Je recommande si vous l'avez pas vu. Ça, c'est une des scènes du film. En fait, c'est presque comme montrer ce qui s'est pas passé, mais qu'on aurait aimé qu'il se passe. Et en le montrant, on leur rend hommage à ces femmes, à tous ces morts. Et il y a peut-être un truc un peu cathartique aussi, de dire voilà, c'est ça qui aurait dû se passer. Voilà, et maintenant, on a ces images imprimées en tête. C'est vraiment étrange comme choix. Et ils finissent le plan sur un pommeau de douche. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je reviens... mon modeste projet sur YouTube de Marius dans les vestiaires et dans les douches. Et maintenant que vous avez vu cette séquence, vous allez faire un peu plus attention peut-être au lien entre les deux, quoi. Bloque la douche! 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 Ça, c'est pas dans le Schindler, mais c'était une idée, c'était que on est là autour, on écrit le scénario, enfin j'écris le scénario, je me dis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il ferait? Que ferait quelqu'un? C'est toujours le truc, mais si c'était vrai, qu'est-ce que tu ferais si c'était vrai? T'essaierais de bloquer l'arrivée de la douche, quoi. Je préfère les Marius réalistes comme la pâte à prout ou le bac que ce fantastique. C'était une volonté de partir dans cette direction pour un Marius ou c'est venu à l'écriture, faute de mieux? Non, Marius, c'était vraiment... le but était de partir dans tous les sens. Donc ça m'intéressait d'explorer le fantastique aussi, que j'avais jamais fait. Parce que, encore une fois, c'est de l'angoisse. Marius, c'est un truc, à la base, c'est imagine si ça arrivait vraiment, qu'est-ce qui se passerait?
Mais c'est vrai que le réaliste, c'est plus simple à faire. Parce que c'est plus choquant, en fait, quand les choses sont réalistes. Le clown, bon voilà, il y a quelqu'un qui meurt vraiment. Et le fantastique est plus difficile. Et ça se voit, je trouve que, voilà. Quelque part, le Marius à Cannes, il est un peu fantastique. C'est un peu bizarre ce qui se passe dans Marius à Cannes, mais j'aime bien aussi cette ambiance où on sait pas trop si c'est drôle ou triste. Donc, il n'y a pas de volonté particulière, il y a l'envie de faire un peu différents genres. Moi, en tant que spectateur, je me dis que malheureusement, ce n'est que partie remise et leur joie n'est que temporaire, c'est terrible. Ouais, t'as raison, bien sûr que dans la douche, mais n'empêche qu'on te l'a montré, quoi. On t'a montré... En fait, c'est comme si le réalisateur te faisait un clin d'œil, quoi. Te disait, voilà, je vais pas vous le montrer, les gars, tout va bien. Mais je sais que tout va pas bien, mais je vous épargne ce truc-là. C'est un peu ce que Tarantino fait dans Il était une fois à Hollywood, que j'ai pas vu, mais bon, vous connaissez l'histoire, je pense. C'est que il réécrit l'histoire, en fait. Il y a un meurtre très célèbre dans la mythologie hollywoodienne des années 60 qui a eu lieu, et lui, en fait, ce massacre de Sharon Tate, il le montre pas, et il montre qu'au contraire, les tarés qui ont fait ça, en fait, se font massacrer à leur tour. Et en fait, il fait du révisionnisme, en fait. C'est du révisionnisme. Il dit, en fait, ça s'est passé comme ça plutôt que comme ça, même si lui, il nous dit pas, ça s'est passé comme ça. Il fait la fiction, il sait bien que ça s'est pas passé comme ça. Mais dans Inglourious Bastard, quand Tarantino tue Hitler, il le massacre, et il sait bien que c'est pas vrai, que ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pour le plaisir du spectateur aussi de voir ces images qui soulagent, quelque part. Moi, je trouve que ça fait vivre l'horreur mentale au spectateur aussi, ouais. Elle était comment, l'ambiance des vestiaires, au moment où vous tourniez cette scène? L'ambiance dans les vestiaires... c'est particulier parce qu'on tournait quand même entre copains. On avait tous conscience de faire un truc absurde. On rigolait beaucoup. Il y avait Sam qui avait quand même sa croix gammée tout le long de la journée. Et après, t'es acteur, quoi. Donc moi, je leur avais dit, les gars, il y a un moment, faut qu'on y croie vraiment. Faut pas qu'on fasse semblant d'avoir peur. Faut qu'on se dise, vas-y, ils ont vraiment peur, ils vont vraiment mourir. Donc c'est panique à fond. Et je me souviens qu'on l'a fait. On n'a pas fait 50 prises parce qu'on n'avait pas du tout beaucoup de temps, mais on a dû le faire 2-3 fois. Et j'ai dit, vas-y, on le fait vraiment, quoi. Là, on a vraiment peur, on hurle, on panique, faut qu'on soit incontrôlable, on n'hésite pas à bouger dans tous les sens. Donc voilà, c'est juste que c'est des professionnels, donc ils savent jouer et se mettre dans l'ambiance, quoi. Je me souviens pas de moment où on s'est dit, j'y crois pas, c'est nul, c'est bizarre, quoi. C'est un Marius, et de toute façon, tu fais confiance quand tu tournes un film, tu fais confiance à la personne qui réalise. Et si la personne qui réalise te dit, là, il faut que tu sois premier degré de ouf, il faut être premier degré de ouf. Et après, si le film est nul, tu tournes plus avec cette personne. Mais bon, voilà. On regarde la suite. Il n'y a jamais débat avec les acteurs qui te diraient, par exemple, que ça va trop loin. Tu lis le scénario, en fait. Donc, avant de t'embarquer, tu préviens les gens. Voilà, je te préviens, on va faire ça. Et puis, ils ont vu les autres Marius. Et ils disent, ouais, moi, ça me fait marrer, je vais être dedans, quoi. Donc, non, j'ai jamais vu de trucs comme ça sur un plateau. De quelqu'un qui dit, non, ça va trop loin. Non, c'est pas vrai. C'est déjà arrivé que quelqu'un dise je veux pas faire ça, ça va trop loin. Par exemple sur des cocovoites, parce que parfois on trouve des idées un peu sur le plateau. On dit tu pourrais dire ça en plus ou ça, et l'autre dit j'y crois pas trop. Moyen. Mais ça c'est toujours quand c'est pas écrit. En fait, quand les choses sont écrites, c'est comme un contrat avec le comédien. Tu vas jouer ça, t'es d'accord, ok, tu le joues. Et si sur le plateau il dit je veux pas le faire, tu dis tu t'es engagé, tu le fais, quoi. En gros. Donc je remets un peu en arrière. On voit bien la panique. Et alors là, c'est là qu'on a des personnages qui réagissent différemment. Il y en a qui paniquent plus que d'autres, il y en a qui sont déjà abattus. Là, le personnage de Julien, il pète un câble, tu sens qu'il est dépassé. C'est là où ça devient intéressant. Dans une situation de panique, tu vois les réactions différentes. Là, Marius, il est en mode on s'organise, voilà. Bloque la douche, putain. Sauf que lui, il comprend plus rien. Alors, j'adore ce plan. Oh là là. J'avais un gros problème pour faire comprendre l'arrivée du gaz. Et ça s'est résolu grâce au son et grâce à ce plan. Alors là, il s'agit tout simplement d'une manette qui permet de fermer une vitre qui est en hauteur. Donc c'est pas du tout une manette à gaz. Mais je trouve que dans l'ambiance, avec le costume nazi, avec le bruitage, et le bruitage qui va suivre notamment, j'ai essayé de faire un bruitage, c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est Lucas, mais que je salue, un bruitage comme de trucs qui arrivent dans les tuyaux, qui se rapprochent comme ça. Je pense qu'il y a ça dans le Spielberg aussi. Et je voulais montrer l'arrivée du truc pour pas que ce soit d'un coup de l'eau qui arrive. Et je voulais préparer le terrain. Donc là, je me suis dit, vas-y, on tourne ce plan. C'est absurde. Quand on est dans la pièce, on est là, mais ça va jamais marcher. C'est un truc qui ouvre une fenêtre. Vas-y, on fait quand même le plan au cas où. Et au montage, en fait, je trouve que ça fonctionne. Tu sais pas tout de suite ce que c'est et tu dis, ouais, ça pourrait être un truc qui active le gaz. Et avec ce bruit, très important sound design.
Et lui, il est fou, hein. Lui, il est fou, il sourit. Mais ouais, là, c'est dur de jouer. On a déconné toute la journée. On a joué au basket aussi, je me souviens, pendant entre les plans, parce qu'il y avait un terrain de basket, c'était un gymnase. Et là, on dit, vas-y, faut que tu joues. Bah voilà, t'es dans une chambre à gaz et puis tu vas te faire gazer, quoi. Et alors qu'une demi-heure avant, tu joues avec tes potes au foot. Enfin, c'est n'importe quoi de jouer ça. Enfin, c'est... Alors, on va comparer les deux plans. Pourquoi plus personne ne bloque les douches à ce moment-là? Alors, tout simplement parce que ils se sont dit que c'était pas possible. Il y a 6 douches et je crois qu'on a compté pour qu'on puisse pas bloquer toutes les douches en même temps. Et il y a trop de trous. Enfin, on n'a pas fait des gros plans, on n'a pas montré le calcul, mais en fait, c'est ce qui se passait, c'est que ils peuvent plus bloquer les douches, ils sont pas assez nombreux parce qu'il y a 6 douches et ils sont 5 debout. Alors, on va comparer ce plan. Voilà. Ce plan-là, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire avec ça. Si vous... Bon. Évidemment, c'est pas la même chose, mais vous avez l'idée. Il y a d'ailleurs ce truc d'ombre et de lumière qu'on retrouve. En fait, c'est génial. C'est-à-dire que Spielberg, il se dit, je vais faire une scène collective. Tout ça, c'est des gens, c'est même pas des personnages du film importants. C'est pas des personnages qu'on suit. C'est juste à un moment, il a filmé une arrivée de femme dans une douche. Mais c'est pas du tout des gens qu'on connaît. Et donc, il mélange à la fois des plans qui font très bétail, parce que c'est la vision des nazis, c'est que c'est des bêtes, on les met ensemble, et des plans qui sont très humains. On dit, en fait, on parle de gens qui individuellement vivent un drame chacun. C'est juste qu'il y a tellement de drames accumulés qu'on oublie. C'est quoi la statistique? C'est la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Bon, c'est en gros ce genre de phrase, voilà. Et là, en filmant ce visage, il dit, voilà, en fait, c'est ça qui se passe, sauf que ça se passe des millions de fois. Et donc, c'est très efficace. Et j'ai reprise avec ce regard. Donc là, pareil, moi, je suis en mode concentration. En fait, il y a un moment, t'es acteur, tu te dis, bah tant pis, si je suis ridicule, je le coupe au montage. C'est pas grave. Et donc, tu te concentres juste, tu essaies de penser à un truc triste immédiatement et te dire, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Son expression, elle va bien au milieu de la cohue globale. Ouais, t'as raison. C'est vrai que elle est calme alors que tout le monde hurle. Il y a ce truc aussi, cette différence entre le groupe et la personne. Et là, c'est pareil. J'ai repris la même chose. Et les douches qui s'ouvrent les unes après les autres. Donc ça, c'est vraiment comme dans Spielberg. Je sais plus, on avait un peu galéré pour obtenir ce rendu. Et je trouve que ça marche bien. Comment on avait fait? J'ai aucune idée de comment on avait fait, je me souviens plus. Mais je me souviens qu'on avait fait un truc. Et la musique reprend à ce moment-là. Et la couleur revient. Et la couleur revient très rapidement. La couleur revient très vite. D'ailleurs, attendez, je veux juste voir à quel moment le noir et blanc est total. Ouais, je pense que là, le noir et blanc est total. Quand il se fait enfermer, je pense qu'il est total. Ok. Oh mon Dieu. Alors... c'est tordu, hein. C'est vraiment tordu. On va revenir sur le scénario pour essayer de comprendre, mais en fait, c'est tordu. C'est-à-dire que ce qu'a pas fait Spielberg, je pense que c'est ce que je raconte, ce que j'essaie de dire, enfin de dire, pas de dire, mais de pousser, c'est que le personnage de Sam, Momo, le nazi, arrive et dit « t'y as quand même pas cru ?» Sous-entendu, t'as quand même pas cru qu'on allait te gazer, mais on sait très bien de quoi ça parle. T'as quand même pas cru aux chambres à gaz. Et quand Spielberg filme cette scène en disant on sait tous que les chambres à gaz, c'est un cauchemar, ça a existé, et je veux pas vous le montrer parce que je vous ai épargné ça, et qu'il y a des gens qui disent c'est la preuve que lui aussi il croit qu'il n'y avait pas de chambre à gaz et que les chambres à gaz n'existent pas, donc les négationnistes, c'est des gars qui disent bah vous y croyez quand même pas, c'est invraisemblable ces chambres à gaz, d'avoir construit ça et tout, comment ça gazer des gens, c'est pas possible. Et donc là où c'est vraiment tordu, c'est que il revient et dit t'y as quand même pas cru, et lui il rigole en mode ah c'est vrai, heureusement, non j'ai pas cru, c'est trop horrible. Pour moi c'est ce qui se passe en fait chez Marius, c'est trop horrible un monde comme ça. Non, comment j'ai pu croire une seconde que c'était possible, c'est trop horrible, c'est pas possible. Et donc ils partent en fou rire, ils sont trop contents, mais le rire se transforme en quelque chose de terrible, et ça devient un rire maléfique, on va le voir dans les visages déformés, parce qu'en fait si, c'est possible puisque c'est arrivé, donc ça n'est pas si drôle que ça.
Donc il y a une succession d'émotions très, très particulières et très contrastées qui s'enchaînent à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais regarder? Et on retrouve tout l'esprit un peu de camaraderie, quoi. Ils rigolaient, bah en fait c'est juste une vanne de plus, quoi. Depuis le début c'est une autre vanne, quoi. On est exactement dans le début de la vidéo, mais entre-temps il s'est passé tout ça et on a fait appel à un imaginaire collectif qui est horrible. Et tu dis mais comment il s'est pris une balle et comment... Tu as quand même pas cru. Je me souviens d'ailleurs que la phrase t'y as quand même pas cru. On hésitait vraiment à la mettre. Ah, je vais aller voir le scénario. C'est ça que je voulais faire. Rapidement. Ah oui, d'accord. T'as quand même pas cru au truc de la chambre à gaz. Oh là là. Donc ça, c'était la version scénario. Comme quoi, c'est intéressant parce qu'on est toujours très très vulgaire, grossier, maladroit. Et petit à petit, on affine en disant, attends, j'ai peut-être pas besoin de dire un truc aussi explicite ou aussi violent. Et je pense qu'au tournage, j'ai dû lui dire, où on s'est dit, attends, en fait, il y a un truc qui va pas, il faut que tu dises, t'y as quand même pas cru. C'est pas la peine de préciser, t'as quand même pas cru au truc de la chambre à gaz, sous-entendu, clin d'œil, les négationnistes, machin, tiens. C'était une blague. C'était une blague, on l'a enlevé aussi. C'est fou parce que vaut mieux noter plus de choses et pas les tourner que pas en noter et oublier ce qu'il faut tourner. Il pleure de joie, le soldat, le pote de Momo qui a une balle dans le ventre se relève, tout le monde rigole en regardant. Marius, vous saviez, ça on l'a coupé, il éclate de rire, Marius rit à son tour. Tout le monde rit autour de lui, hurle de rire, sans s'arrêter, ça devient de plus en plus inquiétant, le rire confine à la folie, Marius se prend la tête à deux mains. Voilà, donc c'est exactement l'idée. C'est le premier Marius où il survit ou pas, je sais plus. Le clown, il survit pas. L'Aqua Boulevard, on le voit pas mourir, mais a priori, il meurt. Et le troisième, il devient invisible. Non, il meurt pas dans Invisible. Il a juste sa date qui se suicide, mais lui, il meurt pas. Donc, c'est pas le premier Marius où il survit. Voilà. Alors, on parlait de format tout à l'heure. Là, il y a encore un changement de format. Bon, celui-là, pour le coup, je le trouve hardcore. J'aurais aimé qu'il soit plus progressif, mais on n'avait pas trop de solutions techniquement. Donc on passe d'une image très normale, comme ça, une focale assez classique, c'est-à-dire qu'on est comme avec la vision humaine, à une focale super courte, super en mode Judas à travers la porte. Et j'aurais aimé qu'on ait des focales intermédiaires pour que ça se déforme petit à petit. Mais bon, au final, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et là, l'idée, c'était vraiment un truc de sensation, c'est que tu vois des gens rigoler en plan très rapproché. Donc ça nous rappelle quoi? Calmez-vous les enfants. Cousin Hubert n'est pas un voleur. Et l'autre monsieur n'est pas une vieille sorcière qui pue. Cousin Hubert et monsieur Houille, mettez-vous dans la lumière que les enfants soient rassurés. Bonne nuit, les petits hauts. C'est d'un coup ce passage à la courte focale. Voilà, donc la courte focale, c'est toujours très efficace. Donc on passe en courte focale, ça déforme. Et là, c'était des rires. Donc j'ai demandé aux potes de rigoler, de rire vraiment sympathiquement, et puis de créer aussi un rire un peu malaisant, inquiétant. Et après, avec tous les rires que j'avais, je dis ok, celui-là il marche vraiment bien en inquiétant, celui-là machin. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet ordre-là. David, par exemple, je voulais vraiment qu'on le voit deux fois parce que David, quand il a un rire inquiétant, c'est extraordinaire. Mais je voulais aussi qu'on le voit au début rire normalement, genre lui aussi il est complice, tout va bien, c'est sympa. Et puis on finit par le rire de Arthur qui fait super peur. Mais ça c'est pareil, au montage, au tournage, je sais pas qui va rester au montage, dans quel ordre, et voilà. Mais je trouve que la gradation est pas mal. Vraiment, à chaque fois on se dit, ah c'est un petit peu inquiétant. Là, Julien, c'est... Tant qu'il rigole vraiment, mais en vrai il est quand même... Et le rire d'Arthur, ouais, il a sorti un truc ouf. Et tu dis, bon, vas-y, je finis la série là-dessus, quoi. Et en fait, c'est un cri à l'aide, quoi. C'est hallucinant la tête qui nous est sortie. Et on enchaîne avec le rire de Marius. Et ça, c'est toujours cool, c'est de revenir par Marius qui fait, ah, c'est trop marrant, non? J'espère que ma vidéo vous a donné envie de faire du foot ou du sport collectif, c'est hyper bon pour la santé. En tout cas, abonne-toi et à la prochaine. Et alors là, on bascule dans un générique fait Made in Diego, qu'on va revoir pour le plaisir. Donc après, j'avais dit à Diego, ouais, ça serait bien de faire un générique qui mélange les dictateurs.
Hitler, le foot et tout, et il nous a proposé ça, mais c'est extraordinaire. Abonne-toi. 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 Donc là, il y a quand même un chat avec des baguettes. Diego qui s'est mis lui-même dans la vidéo. Les yeux autour, non vraiment c'est charmé quoi. Abonne-toi. C'est moi qui chante le abonne-toi, c'était une époque où on s'en foutait un peu, on faisait n'importe quoi. Je crois même que c'est moi qui fais la musique du générique. Je vais la réécouter mais... Abonne-toi. Ouais, c'est moi qui fais la musique. J'ai fait la musique du générique. Je l'ai composé, j'ai fait n'importe quoi sur le piano qu'on voit dans le Marius. Le premier. Eh les gars, on se reprendrait pas une petite douche? Ouais. Bah voilà, c'était donc un inside, une analyse du Marius Making of, du Marius Les Vestiaires, pardon, le Making of de Marius Les Vestiaires. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce Making of. Je rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Utip. Voilà, on est en autoproduction, tout ce qu'on fait coûte de l'argent, on va pas pouvoir continuer longtemps si on n'arrive pas à trouver des sources de financement. Les sources de financement de la communauté, c'est une des sources de financement possibles. On va bosser aussi sur trouver des sponsors, trouver des marques, trouver des partenariats, on essaie d'avoir des subventions, etc. Mais tout ça est extrêmement important. Et votre soutien fait toujours plaisir. Tous les mercredis à 20h, je fais pas forcément making of, mais je fais un live sur quelque chose que je suis en train de fabriquer. Donc soit j'écris un sketch, soit je travaille sur quelque chose. Parfois j'ai un invité, on décortique quelque chose et c'est pas le choix de making of. Allez, ciao ciao, c'était cool, bye. Petit message pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, tous les mercredis à 20h, je suis en live sur Twitch pour vous partager les secrets de fabrication de nos prods. On produit tous nos concepts en autoproduction, ça nous coûte cher, mais on tient à vous offrir le meilleur. Alors rendez-vous sur notre page Utip pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous. On annonce tous les vendredis les nouveaux tipeurs dans notre vidéo de la semaine, et si vous donnez plus de 10 € par mois, vous devenez Fire Tipper, vous avez accès à un channel Discord privé où on peut discuter ensemble, et vous avez accès au remontage de ces lives un mois avant tout le monde sur la chaîne YouTube Sympa Cool Inside. À bientôt, merci.